Mesdames et messieurs, bonsoir. Ces derniers mois, de nombreuses entreprises fonctionnent au ralenti. D'autres ont même mis la clé sous le paillasson parce que les activités rentables ont baissé de volume. En clair, elles ne font plus de profit, ces entreprises-là. C'est le principal argument développé à ce jour. L'État, lui, rejette toute idée de licenciement et a décidé d'appuyer les entreprises pour ne mettre en péril ni entreprises ni travailleurs. Alors, mais que dit le terrain de façon claire, parce que c'est le véritable jauge? Des entreprises continuent de licencier, mais elles précisent tout de suite, nous n'avons jusqu'à présent reçu aucun appui. Voilà le contexte du moment et que nous allons apprécier avec nos invités. Et pour le faire, nous avons appelé 4 personnes très proches de ce dossier pour échanger. D'abord, Madame Bintou Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fofana. Vous êtes directeur général du travail au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. C'est bien cela. Ensuite, Monsieur Maramao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la commission emploi et relations sociales à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Et puis nous avons M. Mamadou Soro, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. Et enfin, M. Daoudaba, bonsoir. Bonjour. Sociologue et spécialiste des questions de management et de leadership des organisations. En tout cas, merci à vous d'être venu sur ce plateau pour nous expliquer ce que nous soupçonnons un peu, quelques difficultés pour les entreprises, quelques difficultés pour les travailleurs, des difficultés aussi pour l'État, bien entendu. Alors, je voudrais commencer par cela. Est-ce que nous sommes tous déjà d'accord que les entreprises ont des difficultés? Qui veut commencer? Je voudrais commencer par vous, M. Marmao. Oui, les entreprises ont effectivement des difficultés qui sont inhérentes à la crise que nous traversons, qui est un cas, si on peut juridiquement l'y assimiler, un cas de force majeure, parce que c'est quand même une crise à laquelle nous ne nous attendions pas, et surtout dans l'ampleur aujourd'hui qu'elle représente pour les économies et les entreprises que nous avons la responsabilité de gérer. Les entreprises ont des problèmes parce que vous n'êtes pas suffisamment bien préparé ou bien vous n'avez pas senti la chose venir? Alors, à l'échelon mondial, je ne crois pas qu'il y ait une entreprise qui ait été préparée à ce choc. Par contre, dans le mode de gestion que nous avons toujours des plans de continuité à l'activité qui intègrent des situations de crise que nous pouvons traverser, mais pas de cette ampleur et pas avec une telle, j'allais dire, soudaineté. C'est des choses que nous voyons venir, c'est des choses que nous prévoyons, puisqu'il y a des spécialistes qui travaillent sur ces questions-là. Mais dans le cas de cette crise, l'ampleur et la soudaineté ont été telles que la réaction que nous avons eue ne nous a pas permis, j'allais dire, de faire face immédiatement aux premières ripostes, de sorte que les premières conséquences qui en ont découlé nous ont conduits dans la situation où nous sommes aujourd'hui. J'ai envie de dire, vous avez fait des simulations. Vous avez pensé à quoi entre-temps, avant que cela n'arrive? Alors, généralement, les simulations qu'on fait, c'est sur des crises qui peuvent, disons, dont la survenance peut être appréciée ou prévue. Il y a des personnes dont c'est l'activité qui travaillent sur ces choses-là et qui nous préviennent. Alors que dans ce cas-là, ça a commencé en Chine. On a pensé que c'est quelque chose qui allait se circonscrire dans cette zone-là ou dans cette nation-là. Et puis malheureusement, très rapidement, c'est à l'échelle mondiale que la crise s'est développée, de sorte qu'aujourd'hui, nous encore sommes assez loin, j'allais dire, des conséquences telles qu'elles sont vécues dans certains pays, mais nous la vivons quand même, j'allais dire, avec une certaine acuité. Monsieur Daoudaba, vous pensez aujourd'hui que les entreprises sont vraiment en difficulté, ou bien, je n'ai pas envie d'aller jusqu'à dire que c'est une vue de l'esprit, vous pensez que les entreprises sont véritablement en difficulté, ou bien pour vous c'est une évidence? De toute évidence, je pense que les entreprises sont vraiment en difficulté et à 2 niveaux. Premièrement, avant la crise de la Covid, nos entreprises étaient déjà en difficulté et suffisamment fragilisées. Les problèmes, on les connaît d'un point de vue sociologique. On sait bien que nos entreprises avaient des problèmes d'adéquation formation-emploi. Ils avaient des travailleurs qui n'étaient pas trop adaptés au poste, donc ça les déstabilisait. Deuxièmement, au sein de l'entreprise même, on a vécu des problèmes de mauvaise gouvernance. Et ça, ce n'est pas fait pour aider une entreprise. Et puis enfin, des problèmes ordinaires de déséquilibre budgétaire, de trésorerie, mais surtout, la pression fiscale. Les entreprises en ont suffisamment souffert avant la Covid. Et enfin, il y a des difficultés d'accès au marché public pour les PME. Ça, c'est un problème central. Maintenant, la Covid arrive. Ça aggrave la situation. Donc, la situation s'est totalement exacerbée. Et
il y a des indicateurs, des indices précis qui nous permettent de voir que les entreprises, nos organisations publiques, privées et parapubliques sont en difficulté. D'un point de vue de leurs ressources humaines, il y a un déséquilibre. D'un point de vue de leurs ressources financières, il y a un déséquilibre. D'un point de vue de leurs ressources matérielles, il y a un déséquilibre. Plus les dépenses inattendues qui sont arrivées incidemment et qui ne sont pas budgétisées, d'autant que l'État fait actuellement ce qu'on appelle les budgets programmes. Alors, je suis quand même obligé de poser la question. Les points que vous venez de citer, à votre avis, ces points auraient été réglés que la Covid n'aurait pas ébranlé les entreprises? Non, ces problèmes-là, ont été aggravés, bien entendu. Ont été aggravés par la Covid, mais existaient. La question, c'est une question de prévention. Est-ce que nous prenons des dispositions pour qu'en cas d'une crise, quelle qu'elle soit, puisqu'on a connu des crises, hein, on a connu le sida, on a connu Ebola, aujourd'hui c'est la Covid. Alors les leçons qu'on a apprises de ces crises-là devraient nous permettre quand même, par rapport à ces indicateurs précis, aux ressources humaines, aux ressources financières, aux ressources matérielles, de prendre des dispositions pour qu'on évite cela. Et visiblement, ces dispositions n'ont pas été prises, Mme Koulibaly. Les entreprises sont en difficulté. Oui, les entreprises ont de véritables soucis. Oui, tout à fait. De par notre mission de service public, nous sommes sur le terrain, aux côtés des entreprises et des travailleurs, et nous avons constaté de véritables difficultés dans un bon nombre d'entreprises. Les entreprises ont du mal, pour un grand nombre d'entre elles, à maintenir leur activité. Certaines procèdent à des suspensions d'activité qui ont des répercussions immédiates sur leurs salariés, qui se retrouvent souvent au chômage. Et à titre d'exemple, je voudrais vous dire que pour l'année 2019, nos données administratives nous permettaient de voir que moins de 5 000 travailleurs avaient été mis en chômage technique pour toute l'année 2019. Mais depuis le 16 mars 2020 jusqu'à fin avril 2020, nous avons pu constater que plus de 20 000 travailleurs avaient été mis en chômage technique. C'est pour vous dire l'importance de cette crise et la nécessité de trouver des solutions pour essayer de résoudre les situations difficiles qui se trouvent sur le terrain. Mais toutes les entreprises disent exactement la même chose, nous ne sommes pas préparés. Vous les accusez de quelque chose? Non, absolument pas. Cette crise est importante, elle est mondiale, elle a été brutale, elle a été forte. Donc les entreprises n'étaient pas forcément préparées. Il s'agit pour nous maintenant de trouver des solutions pour essayer de construire la résilience face à cette crise qui, nous l'espérons, va cesser sous peu. Monsieur Soro Mamadou, vous imaginez que la question que je vais vous poser, il y a une autre qui va la suivre automatiquement. Est-ce que le syndicaliste aujourd'hui pense véritablement que les entreprises, ce n'est pas un peu leur faute d'être dans cette situation au-delà de la Covid? Ce que nous devons noter, c'est que c'est une crise subite et une crise sanitaire. Mais cette crise sanitaire, vu le mécanisme de propagation de la maladie, cela a mis en déroute le système de distribution. Et en même temps, cela a entraîné que les États se rétractent, prennent des isolements pour pouvoir contenir cette maladie. Tout ceci a engendré effectivement une baisse de la commande pour ceux qui avaient donc des partenaires au niveau de l'extérieur, en Chine. Vous savez qu'une bonne partie de nos industriels exportent vers la Chine. Deuxièmement, il y a aussi une baisse et une annulation de certaines commandes. Mais où nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec le patronat, c'est que dès l'entame de la crise, dès que nous avons perçu les premiers cas en Côte d'Ivoire, les centrales ont approché le patronat de Côte d'Ivoire à l'effet ensemble de trouver des solutions idoines à cette crise. Et nous nous sommes retrouvés, et ces réunions ont abouti le 25 mars 2020 à un accord volontairement acquis et signé par les deux parties pour donner une méthodologie d'action à l'intérieur des entreprises qui auraient des difficultés. On devait donc se retrouver dans un cadre de dialogue social à l'intérieur des entreprises. Pour apprécier ensemble la portée financière et la portée de la partie exploitation des entreprises. 3, s'il y a lieu de prendre des mesures difficiles, alors il y a un ordre de préférence qui avait été établi entre le patronat et nous. Mais à quoi avons-nous assisté? Cet accord que j'ai là, l'accord de la CIPC du 25 mars, le patronat l'a jeté carrément et a commencé les licenciements par des notes unilatéralement prises et a commencé les licenciements. Aujourd'hui, la réalité, ce n'est pas 25 000, c'est plus de 25 000 travailleurs qui sont licenciés.
l'administration de Côte d'Ivoire, du fait que les licenciements, ils n'ont pas l'obligation de prendre langue avec l'administration de Côte d'Ivoire, les licenciements des travailleurs non protégés n'est pas comptabilisé par l'administration de Côte d'Ivoire. Deux, vous voyez que les mesures que nous avons prises pour contenir la maladie, qui sont des mesures salvatrices, a entraîné dans le secteur informel plus de 1 800 000 d'unités de production informelles qui ont été mises aux arrêts. Donc, à ce niveau, on a près de 1 200 000 personnes qui étaient sans emploi, sans revenus. Et c'est pourquoi vous allez assister dans les différentes enquêtes et études, vous allez voir qu'il y a eu effectivement un abaissement du niveau de revenus de près de 71% des ménages de Côte d'Ivoire. Et sur les 71%, nous avons 90% qui est pour le secteur privé. Et sur les 90% du secteur privé, environ 80% pour le secteur informel. Donc, pour vous dire que la reprise, c'est pourquoi dès le 1er mai 2020, Humanis a proposé qu'on aille à la reprise progressive des activités pour que ce gros compartiment puisse effectivement s'oxygéner. Et c'est ce qui est fait. Je pense que nous avons divisé carrément en deux le nombre de chômeurs au niveau du secteur privé informel en Côte d'Ivoire. On a autour de 400 000 aujourd'hui qui, parce que du fait, ils ont eu 1 mois et demi de pause, ils ont dû, j'allais dire, utiliser leur budget de fonctionnement pour régler des dépenses annexes qui sont nées du fait de la crise telle que... Très bien, M. Soro Mamadou. Là, vous avez dit plusieurs choses. Nous allons revenir sur ces points que vous avez évoqués, mais je voudrais tout de suite que M. Maramao réagisse, par la suite Mme Coulibaly. M. Maramao, ce qui est dit clairement, c'est que, comme des entreprises opportunistes, vous avez licencié. Alors, je vais d'abord alors que vous ne devriez pas. Je vais d'abord rectifier deux choses. La rencontre qu'il y a eu pour que nous nous entendions sur ce qu'il fallait faire en cadre de riposte par rapport à la Covid n'a pas été initiée par les centrales syndicales, mais c'est à la suite d'un courrier que nous a adressé Monsieur le ministre pour nous demander quelles sont les solutions, quelles sont les idées que nous avions dans le sens de nous prémunir contre les conséquences. Quand vous dites Monsieur le ministre, c'est le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Donc je parle sous le contrôle de Mme Coulibaly. À cet effet, donc, nous sommes réunis à la maison de l'entreprise, à la CEGECI. À l'issue de ces concertations et de ces rencontres, effectivement, il y a eu un protocole. Sauf qu'avant que ce protocole soit signé et validé entre nous et remis entre les mains de la tutelle administrative, les réactions, j'allais dire, des chefs d'entreprise s'étaient déjà mises en marche. Donc, c'était avant la prise du protocole. Et lorsque le protocole a été pris, il n'interdisait pas aux chefs d'entreprise d'utiliser l'arsenal juridique, légal qui existe dans le Code, mais on leur demandait de l'utiliser dans un sens qui parte des mesures les plus douces aux mesures qui sont, disons, les plus désavantageuses pour le travailleur. Vous ne pouvez pas dire ça comme cela, qu'on ne peut pas utiliser l'arsenal juridique qui existe. Quand ça existe, c'est pour que ce soit utilisé. Mais justement, l'arsenal existe et c'est cet arsenal-là qu'il fallait, j'allais dire, utiliser pour riposter. C'est naturellement exécutoire quand ça existe, M. Maramao. C'est exactement ce qu'on a fait, sauf qu'il fallait se mettre d'accord sur l'ordre d'utilisation de cet arsenal. Parce que la réaction que pouvait avoir un chef d'entreprise, c'était ou d'aller directement au chômage technique ou au licenciement, mais nous avons recommandé qu'il commence d'abord par faire partir les travailleurs en congé anticipé, c'est-à-dire que lorsque l'agent reste chez lui à la maison, il a quand même une rémunération de remplacement qui est son allocation congé. Seconde mesure qu'il fallait mettre en place, c'est essayer de faire ce qu'on appelle le travail à temps partiel, donc faire en sorte que la personne qui travaille 40 heures travaille moins, mais soit payée pour le temps de travail qu'il effectuera quand même. Autrement, passer donc au chômage technique qui permettrait donc à ces travailleurs-là de rester à la maison pendant une certaine période, étant entendu que le chômage technique en Côte d'Ivoire permet les 2 premiers mois de ne pas payer une rémunération, mais conventionnellement, dans le cadre des entreprises, vous pouvez très bien vous entendre pour continuer à payer des rémunérations. Et nous n'allons pas les citer ici, mais il y a des entreprises ivoiriennes, citoyennes, qui ont fait des chômages techniques en payant 100% des rémunérations de leurs travailleurs pendant toute la période. D'autant plus que, comme le disait M. Gba tout à l'heure, une ressource importante en Côte d'Ivoire sont les ressources humaines. Aujourd'hui,
nous manquons de talent en Côte d'Ivoire. Donc, aucune entreprise ne veut laisser partir un travailleur en chômage technique avec le risque que ce travailleur-là aille dans une autre entreprise. Donc, nous avons maintenu nos talents, nous avons continué de payer les rémunérations des travailleurs pour qu'ils restent à leur poste. Et peut-être que, par fausse pudeur, on ne veut pas y arriver, mais je dis que le licenciement est aussi une méthode de gestion de l'entreprise. Lorsque pour éviter la fin de l'entreprise, il faille mettre certains travailleurs les licencier pour sauver l'entreprise, le temps donc de pouvoir sortir de la crise. D'autant plus que lorsqu'on fait un licenciement pour motif économique, pendant 2 années, les travailleurs qui ont été licenciés bénéficient d'une priorité de rembauche. Donc, en fait, c'est... Oui, absolument, personne n'a envie d'être licencié. Quoi que vous dites par la suite, personne n'a envie d'être licencié. Non, personne n'acceptera cela. Mais justement, on n'a pas envie que nos revenus soient revus à la baisse, personne. Donc, tant qu'on a pu, on a conservé tous les travailleurs. Donc, malheureusement, les entreprises qui ont été contraintes de licencier du personnel, mais l'ont fait en se disant, nous allons non seulement perdre des valeurs qui s'en vont, mais la reprise sera plus dure pour elles. D'accord. Madame Koulibaly. Monsieur Fofana. Alors, très clairement, des personnes ont été licenciées. Oui, tout à fait. Toute la démonstration de M. Marmao nous a fait comprendre que des personnes ont été licenciées tout le temps, alors que le souhait de tout le monde, à commencer par l'autorité, c'était que personne ne soit licencié. Tout à fait. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui a à cœur de trouver des solutions à cette situation, avait convié les partenaires sociaux à des discussions afin d'identifier des mesures adaptées à appliquer dans cette situation de crise aiguë. Et les discussions des partenaires sociaux leur ont permis de signer un protocole d'accord qui, comme le disait M. Ma, invitait les employeurs à appliquer les mesures de gestion du personnel dans un ordre de priorité qui permette à ces travailleurs-là de disposer de ressources le plus longtemps possible, afin de pouvoir, bien sûr, les protéger. Mais malheureusement, sur le terrain, on a pu constater que cet ordre de priorité préconisé par les partenaires sociaux et endossé par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, parce qu'il a fait des communiqués pour inviter les employeurs à suivre cet ordre de priorité, n'a pas véritablement été respecté. C'est-à-dire qu'au lieu du congé anticipé ou du travail à temps partiel qui permet aux travailleurs de disposer de ressources, on a pu constater que les employeurs sont directement allés au chômage technique qui, selon notre dispositif actuel, dans les premiers mois, n'oblige pas l'employeur à verser quelque chose aux travailleurs. Donc les travailleurs, pour un grand nombre d'entre eux, se sont trouvés en situation de vulnérabilité et certains même ont été licenciés. Donc face à cette problématique, vous pensez bien que l'État a ouvert des discussions avec les partenaires sociaux et les discussions se poursuivent d'ailleurs parce que nous avons sur la table un projet d'ordonnance qui devrait pouvoir proposer des solutions pour régler cette question-là, la question du licenciement et bien d'autres questions. J'ai envie de dire simplement que la solution la meilleure serait de ne même pas licencier, de ne laisser partir personne. Certainement que c'est la meilleure solution. Oui. Mais dans notre dispositif légal actuel, l'employeur est autorisé à licencier. Mais seulement nous nous trouvons dans une situation de crise assez aiguë. Et le Premier ministre lui-même avait dit au cours de la cérémonie du 1er mai qu'il serait bon que pour cette période de crise aiguë, qu'il n'y ait pas de licenciement. Et c'est sur les instructions de M. le Premier ministre qu'un projet d'ordonnance a été élaboré et qui est actuellement à l'étude afin que de façon consensuelle, on puisse s'accorder sur des règles qui nous permettent d'éviter de mettre les travailleurs dans des situations de vulnérabilité assez importantes. Monsieur Daoudaba, vous avez écouté, mais on a l'impression que les arguments qui ont été avancés tout à l'heure par M. Marmao ne sont pas suffisants pour licencier. C'est votre avis? Écoute, moi, je vais prendre l'œil du sociologue. Je regarde tout ça et puis je dis, nous sommes en train de discuter d'un seul point, le licenciement. Oui, forcément. Qui, dans le processus des difficultés qu'ont les entreprises, l'aspect essentiellement ressources humaines concerne le licenciement. Mais à l'intérieur de ce processus-là, qui est lié au licenciement, il y a des indicateurs, il y a plusieurs indicateurs. Le licenciement n'est qu'un des indicateurs. Et c'est de ça qu'on discute. Si on prend cet indicateur licenciement, mettons-le à côté. Il y a d'autres indicateurs avant le licenciement. C'est-à-dire que naturellement, les entreprises ont été déstabilisées à cause de la Covid-19. D'abord, par les maladies. Les gens étaient malades naturellement. Donc, il y a des agents qui sont morts. Donc, qui ont disparu de la carte. Donc, du coup, c'est plus fort que le licenciement. Ça.
Ce n'est pas le fait des hommes. Il y a le stress permanent que les gens ont, qui dérange le travailleur lui-même et qui le rend fragile, vulnérable également, et qui pèse sur sa famille. Et puis, il y a maintenant le chômage technique. C'est un phénomène qu'on a connu dans le processus également. Et puis, on arrive au licenciement. En temps normal, lorsqu'on n'est pas dans un cas de pandémie, un collaborateur, lorsqu'il a des difficultés dans l'entreprise, il y a des mécanismes, avertissement, mise à pied, etc., etc. Et puis, on arrive au licenciement. Mais là, on est au licenciement. J'estime que si on ne peut vivre sans nuit en la matière, il faut nuire le moins possible. Alors, M. Daouda, devrait-on, oui ou non, licencier dans la situation dans laquelle nous sommes? Si on ne peut vivre sans nuit, il faut nuire le moins possible. Devrait-on licencier, oui ou non? Ça veut dire que, en situation pareille, on doit licencier si on n'a pas le choix. On doit licencier si on n'a pas le choix. Alors, c'était ça la pensée de ma question. Avait-on le choix de garder toutes ces personnes ou les licencier? Ça dépend des effectifs des entreprises. Écoutez, on a nos entreprises, il faut faire des purges. Moi, je dis souvent que nos entreprises fonctionnent avec des ressources humaines capables, d'autres moyennement capables et d'autres qui ne sont pas capables. Et on a des conflits permanents. Parce que les gens, cachant leur incapacité, ils se catégorisent. Il y a des inclus, des gens qui sont bien dans l'entreprise, il y a des perclus, des gens qui ne sont ni bien ni mal, et puis il y a des exclus, des gens qui sont tout en train de se plaindre. Donc, quand on regarde ce tableau-là, moi je dis que dans nos entreprises, il faut les percevoir comme un arbre. Pour que l'arbre puisse bien croître, il faut tailler les branches mortes. D'accord. M. Soro Madou, pour revenir exactement à la situation du licenciement, parce qu'on en parle fortement, parce que c'est ce qui préoccupe et les entreprises, et l'autorité, et les travailleurs. Vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure avec ce qui est... Je ne le suis pas. Parce que, à vous écouter, on a l'impression que vous êtes en train de dire que M. Marmaro, ce qu'il a dit, il y avait autre solution. Je ne suis pas d'accord même, parce que vous voyez... Mais M. Soro, il y avait vraiment plus de solutions pour les entreprises. Vous voyez, le sociologue donne des théories qui donnent la chair de poule. Non. Avant de rentrer dans une entreprise en Côte d'Ivoire, il y a la discussion du contrat de travail. Et on regarde tes qualifications et par rapport au poste, tu es recruté dans l'entreprise. Ce n'est pas après le recrutement qu'on va dire que tous les travailleurs de Côte d'Ivoire sont nuls, médiocres et qu'ils ne produisent pas de la qualité dans la sous-région. Quel est le pays qui a le plus de cadres bien formés? C'est la Côte d'Ivoire. Je n'accepterai pas ici qu'on vienne dire que l'État de Côte d'Ivoire forme mal ses cadres et que ses fils qui ont soutenu le développement de la Côte d'Ivoire depuis 1960 et qui tient la Côte d'Ivoire pour le premier pays de l'Afrique de l'Ouest, francophone, monétaire, CFA, qu'on me dit ce soir sur un plateau que ces travailleurs sont médiocres. Non, c'est faux. Il ne faut pas l'admettre et l'accepter. 2, il a dit un mot révélateur. Il a dit qu'il faut faire des purges. Vous avez vu ce mot nazi. C'est justement l'environnement qui paye. Est-ce que ce n'est pas, votre mot qui est plus fort, celui que vous avez utilisé? C'est lui qui l'a utilisé, c'est pas moi. Non, le dernier que vous avez utilisé, que je n'ai pas envie de répéter, semble plus fort. La parole de purge, vous avez parlé de... C'est là-bas on a connu ce mot. D'un système... C'est là-bas on a connu ce mot. Allez-y, allez-y. Et donc c'est là-bas. C'est là. Parce que le patronat utilise l'environnement du Covid pour régler des comptes. Et c'est ce qui est dangereux. Il y a des entreprises. La société Anango, de plantation d'ananas sur la route de Dabou, au début du Covid, a fait un licenciement pour motif économique. Une semaine après, on recrute de nouveaux travailleurs. C'est ça, le motif économique. Je n'ai pas le droit de remettre en cause, de mettre en doute ce que vous dites, mais je n'ai pas ces éléments sous les yeux. Mais ce que je voudrais dire... C'est parce que le cadre juridique en Côte d'Ivoire ne répondait pas à la situation exceptionnelle qu'on a vécue, qu'on vit, que le ministre de l'Emploi et de la Protection nous a invités à nous rencontrer pour trouver des solutions. Mais entre le patronat et nous, qui est le plus fort? C'est eux. Et volontairement, on allait signer cet accord. Non. Mais alors, je voudrais poser une question pour que nous puissions avancer sur ce sujet. Vous aurez le temps de répondre. Il faut qu'on lise. Oui, mais avant de lire cela, M. Soro,
Lorsque vous avez une entreprise, il y a baisse de trésorerie, de commandes, de ventes, de perte d'exploitation. Il y a tout cela. On n'a aucune possibilité de faire entrer. Je vous remercie, j'allais venir à là. Oui, mais je vous pose la question tout de même. Quand les travailleurs je voudrais donc anticiper. Quand vous n'avez pas toutes ces possibilités de faire entrer de l'argent, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Lassiné, quand les travailleurs aident un employeur pendant des années à avoir des bénéfices, à partager des dividendes à leurs associés, quand il y a une crise nationale, c'est à ce moment le devoir de solidarité et le devoir de notre humanité s'oppose à nous. Ce ne sont pas des situations particulières liées à l'entreprise. Elles sont nationales. Et le gouvernement, déjà avec le discours du président de la République, le 21, et du Premier ministre, le 31, avait montré les signes. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de ce que vous avez commencé par dire vous-même, parce que je vous ai entendu dire que la crise était subite, elle était violente, elle a surpris tout le monde. Personne, vous l'avez dit. Oui. Je le reconnais. Oui, en le disant, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que les entreprises ont quand même une porte de sortie? Non, je suis loin de là. D'accord. Je suis loin de là. Alors, de là à utiliser des termes de ce genre, non, je suis loin de là. Je voudrais dire simplement que le 25, par accord parti, on a signé un protocole d'accord. D'accord. Dans la bonne foi et dans l'éthique. Comme on l'a signé de façon volontaire, on doit l'appliquer sans commander une autorité quelconque pour venir nous demander de le faire. Mais le ministre de l'Emploi a vu que la situation s'aggravait après la signature. C'est ça la... Le ministre de l'Emploi, c'est le 20 avril qu'il a pris un communiqué pour endosser et interpeller les entreprises réfractaires. Mais au fin avril, le chiffre avait doublé. De quoi est-ce qu'on me parle? Non, mettons-nous dans un cadre de solidarité nationale. Mettons-nous dans un cadre de dialogue national. Parce qu'ici, avant tout ça, il l'a dit. Il recommande qu'il soit appliqué les dispositions. Le dialogue social avec les représentants des travailleurs. C'est le point zéro, ça. Très bien. Je pense, M. Sorom Madou, que si cela n'a pas manqué. Le nombre d'entreprises, sur les 5 000 entreprises, qu'on me donne le ratio de celles qui ont fait des Très bien. M. Mahamaou, justement, voudrait répondre à ces questions-là. Et qui ont sorti des procès verbaux. Il n'y en a pas. Donc, vous laissez M. Mahamaou répondre à cela. Votre réaction, c'est quoi, M. Mahamaou? Alors, calmement dire deux choses. Je me suis étonné tout à l'heure d'entendre M. Soro dire que presque on l'avait obligé à signer le protocole. Moi, m'obliger? Non, mais vous le laissez terminer. C'est ce que vous avez laissé entendre. Non, vous avez tout le temps de rectifier pendant les 90 minutes. Vous avez laissé entendre qu'on était au patronat. Alors, c'est d'accord parti. Donc, c'est dire que le contenu du protocole a été négocié. Vous étiez dans la salle ce jour-là, je me souviens de vous. On s'est tous mis d'accord sur le contenu, sur chacun des termes, sur chaque virgule de ce document. Et même quand on a terminé la réunion, on s'est dit qu'on n'avait pas tout mis dedans et qu'on se réservait le droit de pouvoir faire des propositions additionnelles. D'accord. Première chose. La deuxième chose, c'est de dire que nous avons en Côte d'Ivoire un cadre de dialogue social que le monde nous envie. Ce cadre-là, c'est la CIPC. Commission indépendante, permanente de concertation. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a une situation en Côte d'Ivoire, avant même que l'État nous interpelle, nous nous donnons le droit, les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs, de nous asseoir et de voir quelles sont les propositions que nous pouvons déjà faire à l'État pour voir dans quelle mesure nous pouvons participer donc, à l'élaboration du texte qui va permettre de gérer la situation. C'est dans ce cadre-là que, lorsque monsieur le ministre nous a interpellés pour nous dire que pensez-vous, d'ailleurs c'était ça le contenu de sa lettre, pensez-vous que le contenu de la législature ivoirienne aujourd'hui nous permet donc de faire face à la situation? Nous lui avons répondu que oui, et nous avons apporté quelques amendements. Je prends le premier. L'article 25.5 dit que pour aller en congé, il faut solliciter l'accord de l'agent 15 jours avant. Face à la situation d'urgence dans laquelle nous sommes en discussion pour que ce délai-là soit ramené à une simple négociation entre le travailleur et son employeur. Il y a une disposition qui est, j'allais dire, une amélioration du chômage technique, qui est le chômage partiel, qui n'existe pas dans la législation ivoirienne. Nous sommes en train de négocier pour faire en sorte que ce soit pris en compte
on a fait du télétravail qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce sont des solutions auxquelles nous sommes parvenus avec les travailleurs pour dire que ce sont des aménagements qui vont nous permettre de passer la situation. Mais pour revenir au licenciement, je le redis encore, Madame est la directrice générale du travail. Au ministère existe une direction générale de l'inspection, enfin, la direction de l'inspection du travail, qui contrôle, qui a le droit de contrôler toutes les opérations, même si elles ne sont pas déclarées au ministère, mais qu'un agent estime que ses droits ont été spoliés, il a le pouvoir de s'adresser à l'inspection du travail qui va donc diligenter une enquête pour vérifier que le licenciement s'est fait en suivant les règles ou pas. Et à ce moment-là, il y a toujours la possibilité de demander à l'employeur qui n'a pas respecté la loi de se conformer à la loi. Donc, nous disons que malheureusement, nous sommes en face d'une situation face à laquelle les employeurs ont plusieurs solutions. Mais il faut laisser l'employeur libre de la solution qui lui permet de maintenir son entreprise viable et de pouvoir traverser la crise. Oui, mais cela, en le disant, j'ai envie de vous dire qu'il faut laisser les syndicalistes libres de vous interpeller sur le fait que Absolument. Mais oui. Absolument. Oui, donc il faut pouvoir... On n'a jamais... Et je vous dis que la CIPC est un cadre où on est totalement d'accord là-dessus. On s'exprime librement. Ce n'est pas la CICP qui pose problème, c'est l'application de ce que vous avez décidé ensemble, visiblement. L'application de ce que nous avons décidé, ce ne sont que des recommandations. C'est-à-dire que nous disons aux employeurs, voici ce que nous vous suggérons comme mesure à appliquer pour libre à eux d'appliquer ou bien ne pas le faire. Exactement. Ne pas le faire. Ne pas le faire. Mais nous leur disons, si vous voulez rester, dans le cadre d'entreprises citoyennes, d'entreprises qui prennent leurs responsabilités dans le cadre de la solidarité nationale qu'on attend de nous, voilà ce que nous vous suggérons. Alors, Madame Koulibaly, vous avez écouté M. Soro, vous avez écouté M. Marmao. J'ai envie de dire, est-ce que vous pouvez trancher dans ces échanges-là? Ce que je peux dire, c'est que nous avons bien compris la position des syndicats et la position du patronat. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons pris l'initiative, quand je dis nous, c'est le gouvernement, d'ouvrir des discussions autour d'un texte, c'est-à-dire un projet d'ordonnance qui puisse nous permettre d'identifier, on va dire, des solutions intermédiaires entre ce que souhaitent les travailleurs et ce à quoi sont résolus à aller les employeurs. Donc les discussions en cours actuellement. Comme on l'a dit, notre dispositif national, le Code du travail, nous donne des solutions pour nous permettre de faire face à la situation, mais ces solutions ont pour certaines besoin d'être plus adaptées. Il s'agit bien sûr du congé. Pour l'adaptation, il faut travailler sur les délais. Il y a le travail à temps partiel qui est un peu rude parce qu'il faut une modification du contrat de travail. Donc ce que nous proposons, c'est le chômage partiel qui est plus léger. Il y a aussi, bien sûr, la disposition... Mais naturellement, vous avez constaté que les entreprises sont allées au-delà. Bien sûr, c'est ce qui, d'ailleurs, a amené le gouvernement à ouvrir les échanges sur une modification de certaines dispositions du Code du travail le temps de la pandémie, puisqu'ils se sont accordés sur un ordre de priorité pour permettre aux travailleurs de pouvoir mieux vivre la situation en ayant quelques ressources. Mais on a constaté que sur le terrain, bon nombre d'entreprises, il faut le dire clairement, sont directement allées vers des solutions qui mettent les travailleurs en grande difficulté. Non seulement sont allés au licenciement, mais certaines entreprises... Au chômage technique même, on parle beaucoup de licenciements économiques. Licencient et recrutent par la même occasion. M. Soro l'a dit. Bon, vous avez ces informations? Pour le moment, nos services ne nous ont pas fait de remontée exactement là-dessus, mais les syndicats décrivent ces situations-là. Nous sommes en train de travailler à identifier ces solutions. Nous espérons bien que ce plateau vous permettra de prendre ce dossier en main. Tout à fait. Et nous y travaillons constamment. Nous y travaillons constamment. Ce que je voulais dire, c'est qu'on parle beaucoup de licenciement économique parce qu'il ne s'agit pas de licenciement pour faute. Dans ce cas de figure, on parle de licenciement économique, des gens qui sont licenciés parce que l'entreprise se trouvera en difficulté. Mais il ne faut pas omettre aussi la situation du grand nombre de travailleurs qui se retrouvent en chômage technique. C'est-à-dire ce sont des travailleurs qui sont en grande vulnérabilité et pour lesquels l'État nous sommes en train de relever. A pris des dispositions et l'État propose des solutions sur lesquelles je pense qu'on pourra revenir. Une question rapide avant de continuer. Qu'est-ce qui est menacé? C'est le travail ou c'est l'emploi qui est menacé? L'emploi fait partie du travail. Qu'est-ce qui est menacé? Quand l'un est menacé, l'autre est automatiquement, non? Oui, le travail est plus englobant. Le travail regroupe tous les aspects
de l'activité de production des biens et services. Il regroupe les aspects pré-emploi, les aspects de carrière et les aspects de retraite. Et ce qui, jusqu'à présent, ce qui est valable pour le privé, l'est aussi pour la fonction publique? C'est-à-dire? Les personnes qui sont licenciées et tout? Bon, ce dont on parle, c'est bien le secteur privé, hein. C'est-à-dire Et environ 5% pour le public. le secteur privé. Mais on en profite pour vous demander pendant que vous êtes là. Bon, nous nous chargeons du secteur privé. Comme on le dit depuis le début de cette émission, il y a beaucoup de difficultés dans le secteur privé. Et nous sommes sûrs difficultés que vous pour avez les lesquelles nous informations sur la cherchons des fonction publique. solutions. Il n'y a pas de problème à ce niveau? Bon, pour la fonction publique, je n'en suis pas un spécialiste. Le traitement des questions de la fonction publique ne font pas partie de mes attributions, donc je ne vais pas m'hasarder à parler de la fonction publique. Je peux vraiment parler du secteur privé, qui est mon domaine de compétence. Vous avez été rassuré, M. Daoudagba, par rapport à tout ce qui a été dit, non? Ben, écoutez, je pense que le débat prend de la valeur. Et, oui, c'était depuis le début, vous l'avez fait attention certainement. Ce qu'a dit, non, ça prend de plus en plus de la valeur. Ce qu'a dit M. Soro, je voulais le rassurer. Je pense qu'il est dans ses éléments en disant ce qu'il a dit. Je répète ce que j'ai dit. Je dis que si on ne peut vivre sans nuit, il faut nuire le moins possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la situation actuelle, le chef d'entreprise, il fait du management. Il peut licencier quand il n'a pas le choix. C'est une réalité, c'est une donne palpable, visible, avec des indicateurs précis. Ce n'est pas parce qu'il veut se venger, il veut faire un règlement de compte, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le syndicat peut réagir quand on fait du règlement de compte et tout ça. Ça, c'est une variable. Deuxième variable, j'ai dit que le licenciement est normal. Et j'ai dit qu'en pareille circonstance, quand on n'a pas le choix et qu'il y a des collaborateurs en temps normal qui ne percutent pas du tout ou qui ne performent pas, qui sont des low performers, ce sont comme des branches mortes dans l'arbre, il faut les tuer. Ce n'est pas moi qui ai dit, il faut les tailler. Je veux le ramener aux fondamentaux, à Peter Drucker et à Hervé Sériex, qui ont bien développé que dans le processus du management, une entreprise est une structure de production de biens et services. Et l'entreprise n'est pas forcément philanthrope. Elle est là pour produire et faire des bénéfices. Lorsqu'il y a des gens qui tirent l'entreprise par derrière, il y a des étapes, bien sûr. On ne se lève pas pour licencier comme ça. On avertit, on forme, on envoie en stage, on soutient. Mais si malgré tout ça, la personne ne percute pas, on est obligé, je suis désolé. Sur cela, je suis obligé de vous interpeller. La théorie, elle me suit parfaitement, moi, mais ce que nous disons, on n'est pas du tout dans ce cas. Il ne s'agit pas de nos performeurs. Mais de quoi il s'agit? Tout simplement des entreprises qui mettent des personnes dehors. C'est pour cela que j'ai dit que nous sommes dans deux cas de figure. Le cas de figure normal, je l'ai explicité. C'est de ça que je viens de parler. Et le cas de figure lié à la COVID-19, j'ai dit le chef d'entreprise qui regarde toutes les détresses dans lesquelles se trouve son entreprise. Détresse en termes de ressources humaines, détresse en termes de ressources financières et matérielles, détresse en termes de etc., peut dire, écoutez, je suis contraint de me séparer d'un certain nombre de collaborateurs, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est-à-dire que quand il dit que ce licenciement-là est normal, ce n'est pas au sens normatif du terme, c'est au sens des nécessités. Au sens normatif, ça veut dire que le chef dit, moi, c'est un plaisir pour moi de licencier des gens, je suis content, je règle mes comptes. Mais quand c'est au sens des nécessités, ça veut dire que je n'ai pas le choix. D'accord. Monsieur Soro Mamadou, était-il possible de faire autrement? Est-ce que les entreprises ne se sont pas retrouvées dans une situation où elles devaient se séparer de certaines personnes? Oui, mais merci beaucoup. Bon, je pense que comme vous avez un peu situé le cadre de notre échange, c'est vraiment les licenciements dans la période du Covid. Ce n'est pas la gestion ordinaire d'une entreprise de façon normale. Bon, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Où il y a les comités d'audit interne qui permettent de savoir qui est performant, qui n'est pas performant, qui est en deçà des résultats qu'on attendait de lui. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit ici d'une planification de certains chefs d'entreprise qui veulent profiter de la situation du Covid pour réduire leurs effectifs, pour bonifier leurs dividendes. Et nous disons que par rapport à la situation que nous vivons actuellement, hier, pendant plus de 10 ans, vous avez partagé les dividendes à vos associés. Aujourd'hui, la solidarité nationale vous impose de faire un geste à l'intention des travailleurs. Et c'est ce que nous disons. Deuxième élément, le gouvernement qui a pris acte, qui a pris conscience très tôt de cette situation grave, a mis en place des fonds et a commencé dès mars
à échanger avec le patronat. Les centrales n'étaient pas là pour asseoir le dispositif d'accompagnement du secteur privé. C'est avec eux. Toute cette stratégie a été planifiée jusqu'à ce qu'on est arrivé à la création des fonds d'appui. Pourquoi sont-ils si pressés? Pourquoi alors leur empressement n'est pas dans la rédaction et de la gestion rapide de ces fonds? C'est pourquoi moi, en tant que centrale, comme eux-mêmes ils ont participé à la mobilisation des ressources de ces fonds, Humanis allait aussi faire un don pour participer à la mobilisation de ces ressources. Ma personne en tant qu'individu allait aussi faire une contribution. Donc nous voulons appeler à la bonne volonté de tous pour constituer ces fonds et demander au patronat, conformément aux accords consciemment acquis, nous avons tout le temps pour de le respecter. Deux, le ministre de l'Emploi, le 20 avril, a endossé ce protocole d'accord. Trois, dans l'administration, et ils sont là, le patron le sait, la parole du patron vaut décision. Le premier mai, le patron était là, a dit qu'il n'est pas bien et qu'il ne faut pas de licenciements dans cette période de Covid. Très bien, justement, à partir de là, nous prenons cela comme appui. Pour nous tous, oui, une instruction, oui, mais vous constatez que jusqu'à présent, les instructions ne sont pas respectées correctement. Mais non, je reviendrai à vous tout à l'heure. Monsieur Mahamao, vous le constatez, nous allons écouter tout à l'heure le Premier ministre parce que M. Soro est en train de nous dire très clairement que l'instinct de licenciement était trop fort dans les entreprises, alors que le Premier ministre, justement, que nous allons écouter, était en train de demander aux entreprises de ne pas licencier parce que vous serez appuyé par l'État de Côte d'Ivoire. Au titre des mesures de soutien aux entreprises, à court terme, elles visent à maintenir l'activité économique, à soulager leur trésorerie et à préserver l'emploi. À cet égard, le gouvernement prendra les dispositions ci-après. Suspendre les contrôles fiscaux pour une période de 3 mois. Reporter de 3 mois le paiement des taxes forfaitaires pour les petits commerçants et artisans, notamment les maquis, les restaurants, les boîtes de nuit, les bars, les cinémas et les lieux de spectacle. Différer pour une période de 3 mois le paiement des impôts, taxes et versements assimilés dus à l'État, ainsi que des charges sociales du fait des difficultés de trésorerie des entreprises. Réduire de 25% la patente transport. Différer pour une période de 3 mois le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux des entreprises du tourisme et de l'hôtellerie qui éprouvent des difficultés. Exonérer les droits et taxes de port sur les équipements de santé, matériel et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Annuler les pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publiques avec l'État et ses démembrements durant la période de crise. Rembourser les crédits de TVA sous un délai de 2 semaines grâce à un allègement des contrôles a priori et le renforcement des contrôles a posteriori. Continuer malgré la crise le paiement de la dette intérieure, notamment aux entreprises et sous-secteurs sinistrés du fait de la crise, en privilégiant les factures inférieures à 100 millions de francs CFA pour atteindre le maximum d'entreprises, en particulier les PME et les TPE. Réaménager en liaison avec les ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro le paiement des frais de magasinage durant la période de la pandémie pour surseoir aux pénalités et suspendre la facturation des surestaries, c'est-à-dire les indemnités dues en cas de dépassement des délais de présence des navires. Au titre des mesures de préservation de l'outil de production et de l'emploi, les mesures retenues concernent la mise en place d'un fonds de soutien au secteur privé pour un montant de 250 milliards de francs CFA, prenant en compte le renforcement du soutien aux PME pour au moins 100 milliards de francs CFA, et la mise en place de fonds de garantie afin d'avoir un effet de levier sur l'accès au crédit. La mise en place d'un fonds spécifique d'appui aux entreprises du secteur informel touchées par la crise pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Cette mesure sera pérennisée après la crise avec une fiscalité simple et des modalités novatrices de financement. Le soutien des principales filières de l'économie nationale, notamment l'anacarde,
le coton, l'EVA, le palmier à huile, le cacao et le café pour un montant de 250 milliards de francs CFA. Le soutien à la production vivrière, maraîchère et fruitière avec un montant de 50 milliards de francs CFA. La poursuite du dialogue avec les principaux acteurs économiques, notamment les filières agricoles, les coopératives, ainsi que les populations, afin d'améliorer le plus rapidement la reprise économique dans les meilleures conditions de succès. Madame le directeur général du travail, le Premier ministre vient de le dire, hein, il y a eu des mesures étaient attendues, il y a eu des décisions, il faut protéger l'outil de travail, on parle de fonds de garantie, appui au secteur informel. J'ai envie de dire que l'État lui-même ira chercher de l'argent où il n'y a pas. Oui, l'État a produit de grands efforts par rapport à cette crise. L'État est constamment aux côtés des entreprises et des travailleurs. Au cours de la présentation du plan de soutien économique, social et humanitaire que le Premier ministre vient de faire, il y a eu de grandes annonces. L'État a vraiment agi dans le sens de préserver la trésorerie des entreprises et l'État a surtout mis en place de très nombreux fonds pour accompagner les entreprises, maintenir l'activité et les préparer à la relance de l'activité. Il y a le fonds des grandes entreprises, comme il vient de le dire, pour soutenir les grandes entreprises. Il y a un fonds dédié aux PME, pour soutenir ces PME. Il y a même un fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, pour maintenir l'outil de production et surtout préserver les emplois. Donc l'État a vraiment agi dans ce sens. L'État s'est constamment investi et c'est fort de cet appui que l'État apporte au secteur privé que l'État a souhaité que pour cette période de la pandémie, que des efforts puissent être produits également par ce secteur privé afin de préserver l'emploi. Et parmi les efforts demandés par l'État, il y a bien l'arrêt des licenciements et puis vraiment la réduction des chômages techniques en privilégiant des solutions autres que celles qui laissent les travailleurs sans aucune ressource. Et c'est dans ce cadre-là que les discussions se poursuivent pour essayer d'identifier des solutions pérennes, des solutions sûres pour nous permettre de faire face à cette crise d'ampleur. On a l'impression, madame, que ces efforts n'ont pas été appréciés à leur juste valeur. Je pense que si, ces efforts sont appréciés. Dans les différents comités de gestion de ces fonds, le patronat y est, pour ce qui est du fonds dédié aux PME, pour ce qui est du fonds dédié aux grandes entreprises, la CGECI y est. Donc ces efforts sont connus, ces efforts sont su. C'est ensemble que les différents critères d'accession à ces fonds ont été identifiés. Le patronat, je pense, apprécie ces efforts-là. Il y a des subventions qui sont accordées à certains types d'entités et il y a des prêts à des taux très réduits qui sont affectés à des entreprises qui le souhaitent afin de leur permettre d'évoluer, de maintenir l'activité économique et de préserver les emplois. Donc je pense que c'est de concert que tout ça a été mis en place. L'État a fait de gros efforts, les partenaires participent à ce travail-là et sont conscients des efforts qui sont produits par l'État. Et je pense bien qu'ils l'apprécient. N'avez-vous pas connaissance de certaines entreprises qui continuent de grogner pour dire non? Bon, on a eu des échos. Certaines entreprises auraient préféré des subventions au lieu de prêts. Mais comme on le dit, l'État fait ce qu'il peut. Et il faut reconnaître qu'à la faveur de cette crise, l'État a fait énormément. L'État a essayé d'appuyer tous les acteurs, aussi bien les entreprises que les travailleurs eux-mêmes. Monsieur Marmao, l'appui de l'État, vous en avez bénéficié, vous les entreprises? Alors, comme disait Mme Koulibaly tout à l'heure, la CGECI est membre du comité de gestion du Fonds pour les grandes entreprises et a un poste d'observateur dans le comité de gestion du Fonds pour les petites et moyennes entreprises. Nous n'allons pas ici, j'allais dire, porter une appréciation sur la valeur ou sur ce qui se fait, mais disons que pour le moment, ce que nous constatons, c'est que les critères qui sont exigés pour être éligibles à ces fonds-là sont quelque peu, j'allais dire, d'un certain niveau qui ne correspondent pas, j'allais dire, à l'environnement économique de la grande majorité des entreprises qui, aujourd'hui, sont dans le besoin. Vous avez esquivé ma question. La question était celle-là. Est-ce que certaines entreprises ne vous ont pas dit très nettement, nous n'avons pas reçu ces appuis, ce n'est pas arrivé à notre niveau? Ouais, moi, je vous dis brutalement, comme nous entendons et tout. Oui. Mais c'est parce que, comme je le dis, les critères... Vous ne direz pas non, vous ne direz pas oui, hein? Si, je réponds en disant que on en est aujourd'hui, j'allais dire, à réunir les éléments qu'il faut
pour être éligibles à Non, ces je vous fonds-là. assure que si la question vous embarrasse, nous passons. Mais est-ce que des entreprises vous ont effectivement dit de façon claire Oui. que nous n'avons pas reçu les appuis de l'État et tout, parce que nous entendons cela. Mais c'est bien ce que je dis. Pour D'accord. le moment, ces entreprises n'ont pas encore réuni tous les critères pour obtenir le chèque. D'accord. Voilà. Les critères, les premiers, c'est quoi c'est quoi exactement si on doit les énumérer? Alors, les critères, c'est il faut être... Juste une idée pour ne pas... D'abord, il faut appartenir à des secteurs dits prioritaires. C'est l'hôtellerie, la restauration, le transport, le commerce. Ensuite, il faut remplir des conditions pour bénéficier des fonds. Être une entreprise dont les activités ont été négativement impactées par la Covid-19, donc avoir subi une perte réelle de chiffre d'affaires entre mars 2020 et la date de demande supérieure à 30%. Donc, en fait, il y a un certain nombre de critères qu'il faut J'ai envie de dire réunir que pour tous être les secteurs dedans. sont donc concernés. Tous les secteurs sont concernés. Oui, Mme Koulibaly. Je veux dire que tous les secteurs sont concernés. Il y a certes des secteurs prioritaires, mais tous les secteurs sont concernés. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il y a des comités de gestion qui ont été mis en place. Oui. Et le patronat est membre de ces comités de C'est gestion. bien ce que je dis. Donc, c'est-à-dire que c'est ensemble que tout ça a été défini et que tout ça est opérationnalisé actuellement. Les phases transitoires sont en cours et des cabinets sont en train d'approfondir le dispositif pour que l'après-phase transitoire se passe dans des conditions encore meilleures. Mais ma question ne disait pas le contraire. Ma question disait tout simplement, disons nettement ce qui se passe pour que l'État de Côte d'Ivoire qui suit cette émission puisse régler ce qu'il faut. Mais en fait, Je le fais pour vous. En fait, critères, on les va Koulibaly me identifier rejoint en ensemble. disant qu'on est en train de peaufiner les critères pour rendre l'opération... Pour finir les critères. Oui, M. Soro. Oui, non, il faut saluer le plan du gouvernement parce que c'est un plan bien architecturé. Parce que j'ai fait mes recherches et j'ai noté que ce plan a été issu d'études préalablement faites par le gouvernement via le Centre ivoirien de la recherche pour l'économie et le social, avec aussi des éléments du PNUD via l'Institut national de la statistique. Donc ce sont des plans bien architecturés. Simplement, ce que nous voulons dire, c'est pourquoi le 15 avril, j'avais attiré l'attention de l'opinion. Parce que cela faisait un mois après. Il fallait qu'effectivement, les appuis sociaux qui ont été déclarés arrivent effectivement aux populations, eux, aux intéressés. Et donc, pour nous, effectivement, c'est la semaine dernière, il y a 6 ou 7 jours, que les premiers appuis sont arrivés aux travailleurs sinistrés. Où 600 millions, effectivement, ont été distribués à 749 travailleurs. Donc, on doit demander à l'État d'accélérer ce processus. Parce que vous savez que chaque jour, les besoins essentiels n'attendent pas. Il faut les résoudre au quotidien. Cela va créer effectivement des moments d'angoisse terrible, de stress, et ça crée certaines maladies. Et donc, c'est ce que nous pouvons dire et constater que, bon, le patronat qui a si bien travaillé le gouvernement, à l'exclusion des centrales qu'on n'a pas mis, le BIT, est clair sur ces questions. Tout ce qui va toucher au monde du travail, il faut associer la troisième partie, qui est les représentants des travailleurs, les centrales syndicales. Vous voyez, quand ils sont à deux, le patronat nous oublie. Mais après, on vient... Y a-t-il une raison à cela? Il y a des explications? Vous avez des explications? Oui, oui, je sais. Mais bon, je compte sur l'État et sur le patronat pour que ça se passe bien. Pourquoi? Vous avez des explications, c'est cela? Quand les centrales n'auront pas la preuve que certaines entreprises ont été soutenues, comment alors on s'adresse à ces entreprises pour qu'effectivement les travailleurs qui ont été indûment licenciés reprennent le travail dans ces entreprises? Donc vous voyez, par souci de transparence, si nous étions, toutes les entreprises qui auront bénéficié de ces appuis pour reprendre l'activité méritent de pouvoir rappeler les travailleurs qu'ils ont indûment licenciés. Parce qu'ils savaient qu'il y a un process qui a été mis en place, ils devaient attendre. Et ils devaient accélérer leur processus de remplissage de leur dossier. Aucune entreprise ne peut dire qu'au bout de fin mars, il n'avait pas fait le point de sa situation, constaté que sa trésorerie n'est pas au bon point, que son fonds de fonctionnement n'est pas au beau fixe. Non, ça se fait au quotidien et ils embauchent des spécialistes pour ça. Ce qui est fait là, je vais vous dire, il a été demandé par l'État auprès des entreprises de faire la liste nominative des travailleurs qui ont
qui ont fait l'objet de chômage, de licenciement, nom, prénom et toutes les identifications possibles. Le patronat a estimé que la fiche était trop bien fournie, qu'il fallait enlever certains détails. Tout cela pour retarder le processus d'appui direct aux travailleurs. Vous voyez, ça qu'on est. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on ne prend pas l'ordonnance? C'est le patronat. Pour une phrase. Pour une phrase. Si on est conforme à notre recommandation, comme il aime dire, c'est une recommandation, qu'on a consenti consciemment, on ne devait pas avoir de problème sur cet article 6 du projet d'ordonnance. Voilà ce que moi je peux dire. Elle a demandé d'accélérer ce processus. Si, pour les travailleurs, ils ont de la difficulté à donner les informations, et pour les entreprises elles-mêmes, pour leur chiffre de fonctionnement, parce que c'était aussi une occasion, à travers les appuis, on allait avoir les informations exactes de tous. D'accord. Pour la transparence. Cette remarque reste en suspens jusqu'à ce que vous répondiez. Vous voulez... Oui, non, je veux juste apporter deux précisions. Je ne répondrai pas, j'allais dire, sur certaines allusions qui ont été faites, mais juste pour dire... C'est des interrogations. Hein. Non, quelquefois, vous avez laissé dire que le patronat était... imposait, j'allais dire, sa volonté à certains endroits. C'est l'occasion de donner la bonne version. Alors, ou jamais. La bonne version, elle est celle-là. Le patronat a été associé, j'allais dire, à l'élaboration du modus operandi des fonds, parce que ce sont des subventions qui vont être remboursées. Donc, il faut bien discuter avec le débiteur pour savoir s'il est capable d'accepter et de rembourser les termes de l'engagement dans lequel vous voulez qu'il s'engage. Première chose. Alors, la deuxième chose, c'est, vous parliez tout à l'heure de l'ordonnance sur laquelle nous aurions mis le coude pour qu'elle ne voit pas le jour. Mais tout simplement pour une simple et bonne raison, monsieur. On ne peut pas enlever au chef d'entreprise le volant de sa voiture et lui dire « conduis là à bon port ». On ne peut pas dire à un chef d'entreprise « tu n'as plus certains pouvoirs de direction dans ton entreprise ». Ce n'est pas imaginable. En 2011-2012, oui. l'État de Côte d'Ivoire a consenti des milliards auprès des banques pour soutenir le secteur privé en Côte d'Ivoire. De même, lors des logements sociaux, des fonds ont été mis pour soutenir le secteur privé pour qu'effectivement on facilite l'accès aux logements sociaux. Mais à quoi avons-nous assisté? À quoi avons-nous assisté? À peine ils ont pris ces appuis qu'ils ont refusé de réduire les taux. Et du coup, les logements sociaux qui étaient destinés à des logements sociaux sont devenus des logements économiques, inaccessibles à ceux qui devaient avoir. Non, alors, le patronat... D'accord. Là, je ne répondrai pas parce que c'est à l'État de répondre. Non, c'est vous qui devez changer de posture. Puisque vous dites que c'est l'État qui a mis les moyens. À la disposition du secteur. Mais non, l'État qui a donné les fonds. Oui, M. Soro. Non, je ne suis pas... Vous devez changer votre posture. Nous serons vraiment très heureux de vous rappeler pour un autre débat sur cet autre sujet-là. On recourt à l'appui de l'État. Très bien, on a compris cela. On ne veut pas consentir des efforts à l'endroit des travailleurs. Oui, parce que l'État est là pour tout le monde. Oui, on a compris cela. Monsieur Daoudagba, qu'est-ce que cela vous inspire, ce qui vient d'être dit, Merci que beaucoup. Vous avez entendu, sur l'appui de l'État? Oui, sur l'appui de l'État, je pense que je prends l'œil de la société civile. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans la société? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on écoute? D'abord, dans l'environnement de l'appui de l'État, il y a trop de chiffres qui circulent. Donc, pour le commun des mortels, avec le taux de pauvreté, quand les gens entendent les prix de milliards là, ils sont troublés. Premièrement, 95 milliards pour la riposte sanitaire, 1700 milliards pour le soutien, l'impact économique et humanitaire aux entreprises, 4000 milliards pour l'après-Covid avec le secteur minier qu'on va développer, etc. etc. Bon, ça fait déjà beaucoup de milliards dans l'environnement. L'État dit, ça sera mon appui monétaire. Ensuite, il y a le problème de la répartition de cet appui. On nous dit 250 milliards pour les PME. Très bien. 100 milliards pour le secteur informel. Seulement 600 millions viennent d'être décaissés. On nous dit également 250 milliards pour le secteur de l'agriculture et puis 50 milliards pour les cultures maraîchères, vivraires, etc., etc.
Et puis enfin, 170 milliards pour l'allocation de chômage, c'est-à-dire tout ce qui est solidarité. Très bien. La question, est-ce que ces fonds-là, parce qu'il faut une analyse au niveau de ces fonds, est-ce que ces fonds, premièrement, vont arriver comme il faut aux destinataires? Deuxièmement, quels sont les critères qui ont été mis en place? Troisièmement, est-ce qu'il y a des entreprises actuellement, PME, PMI, TPE, ou secteur informel tout simplement, qui concrètement ont reçu des fonds ou n'ont pas reçu ou qui se plaignent? Ce qui nous est donné de constater, c'est que les critères pour les fonds qui vont être donnés sous forme de prêts, évidemment, c'est comme une banque, hein. Il y a des critères remplis. Parce que tu as BAL 1, BAL 2 qui contrôle tout ce qui est transparent dans tout ça et puis le remboursement. Donc ça, c'est bon. Maintenant, en ce qui concerne les PME, il y a des critères également pour que les PME aient accès à ces fonds. Mais à côté de ça, il y a le secteur informel, puis il y a les TPE. Bon, est-ce qu'il y a des parties qui vont être données en dons simples ou bien tout sera remboursable après par les entreprises? Ça, c'est la première interrogation. Mais j'ai vu des entreprises, des petites entreprises qui disent, franchement, jusqu'ici, on a entendu les prix de milliards, mais nous, on n'a rien reçu encore. On n'a même pas vu la couleur, et puis personne ne nous en a parlé. Ça fait un. Deuxièmement, sur le site qu'on a créé, on a mis les conditionnalités pour avoir accès. Il y a des PME ou des secteurs informels qui ont lu toutes ces conditionnalités. Donc, c'est trop lourd. Trop de papiers à fournir. C'est épuisant, c'est difficile. Donc, les gens ont abandonné. Voilà donc la réalité sociologique du terrain aujourd'hui. Alors, la réalité que vous venez de décrire, il y a deux choses quand même à voir. En quoi c'est gênant que l'État dise « nous voulons mettre tel milliard à votre disposition ouais. » Et puis, pourquoi vous commencez tout de suite par soupçonner l'État de ne pas le faire véritablement? Pourquoi ce soupçon automatiquement? Quels sont les éléments objectifs sur lesquels vous vous appuyez pour le penser? Pour penser quoi? Que l'État ne le ferait pas? Ah non, on n'a pas dit l'État ne le ferait pas. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit les fonds existent. Oui. Est-ce que pour avoir accès aux fonds, l'État a identifié les critères? J'ai dit oui. Pour les grandes entreprises, les critères sont en train d'être remplis. Mais c'est un gros prêt. Il faut respecter tout ce que BAL 1, BAL 2, BAL 3 a dit. Deuxièmement, en ce qui concerne des très petites entreprises, il va y avoir des dons. Il va y avoir aussi également des prêts pour les PME. Mais ces prêts-là, pour avoir accès, il y a des dossiers à remplir. Absolument. Quand tu vois sur le site que tu regardes, certaines PME ou certains informels, ils disent, franchement, c'est trop lourd, c'est trop long à remplir, je préfère m'asseoir. Alors, cette question, oui, là, je suis obligé de m'adresser à Mme Coulibaly. Votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit par M. Ba? Bien, ce sont des fonds qui ont été mis à disposition pour pouvoir appuyer les entreprises. Et comme je le dis, pour chaque fonds, il y a des comités de gestion qui sont mis en place. Des comités de gestion dans lesquels vous allez trouver plusieurs ministères, des structures spécialisées et même les acteurs. Puisque pour les grandes entreprises, vous avez la CGCI, pour les PME, vous avez la FIPME, et puis pour le secteur informel, vous avez quand même des structures qui relèvent de ce domaine-là. Et c'est ensemble que ces comités ont travaillé à mettre en place des critères qui sont utilisés actuellement pour des phases transitoires qui permettent de soulager ceux vers qui ces fonds-là sont orientés. Ensuite, un travail, je crois, plus approfondi est en train d'être fait par des cabinets d'études pour la poursuite de ces processus-là. Bon, on me dit que les critères sont beaucoup trop nombreux. Ce sont des critères qui ont été identifiés collégialement et sont des critères qui donnent toutes les garanties, puisque comme on l'a annoncé, le Premier ministre l'a annoncé, tous ces fonds vont faire l'objet d'audits. Donc il faut que ce soit un travail sérieux et un travail structuré. Et c'est par rapport à cela que ces conditionnalités ont été mises en place. Et ce n'est pas des conditionnalités décidées par l'État seul. C'est un travail d'ensemble qui a été fait, avec les représentants de tous ceux qui doivent venir obtenir ces différents fonds. Donc c'est pour ça que moi j'estime que ce sont des choses collégiales qui sont faites et on ne peut pas aujourd'hui se mettre dans la posture pour dire l'État a imposé trop de conditionnalités, ce qui fait que les différentes cibles ne peuvent pas avoir accès au financement. Il faut déclencher l'action. Alors nous allons aborder les 15 dernières minutes. Et l'action est déclonchée parce que les phases transitoires sont en cours. Très bien, nous allons aborder les 15 dernières minutes de cette émission. Non, bien sûr que vous allez parler, vous allez parler. Ouais. Et la question principale que nous posons est celle-là. Est-ce qu'on peut transformer cette crise-là en opportunité?
répondez à... Oui, vous avez quelque chose à dire. Dites-le et puis après vous répondez à la question. Oui, allez-y tout de suite. Oui, Bon. allez-y. Oui, c'était pour dire que c'est une occasion pour tous de savoir que travailler dans l'informel, c'est certes un travail, mais il y a des moments qu'on utilise à la faveur des crises pour pouvoir rentrer dans des situations formelles. Ce qui est demandé, je ne suis pas membre du comité, mais je suis tout, en tant que syndicaliste. Ce qui est demandé, c'est souvent des éléments qui vont faire en sorte que l'entreprise va rentrer dans le formel. Et c'est pourquoi elles sont hésitantes. Sinon, ce n'est pas qu'il y a une tonne de milliards de conditionnalités. Mais à un moment donné, il va falloir te prononcer sur ton personnel et les identifier. Mais ils savent que c'est vrai de déclarer le personnel alors qu'ils n'appliquent pas le SMIG. Demain, une enquête va leur démontrer que vous n'avez pas appliqué le SMIG. On n'est pas prêt. Les centrales syndicales soutiennent tous ces éléments et il faudrait qu'ils les fournissent. Pour les toutes petites entreprises, un dispositif est mis dans les communes en vue de leur recensement. Donc, celles-ci doivent aller dans les communes, dans les mairies, pour se faire identifier, recenser à partir d'un certain nombre d'éléments, des patates, etc. Mais quand on veut être entrepreneur, remplissons toutes les conditions et faisons en sorte que nos travailleurs soient des travailleurs motivés parce qu'ils sont dans le formel. Très bien, votre point de vue a été entendu sur la question. Donc maintenant, la dernière question, certainement, pour le dernier tour de table. Oui, on reviendra à vous, M. Daoud Dagba. Peut-on transformer aujourd'hui cette crise-là en opportunité? Sûrement, très Oui, sûrement. nous reviendrons. Et je pense que les situations de crise sont des moments d'intense réflexion pour nous. Et c'est ça la force de l'espèce humaine. Et donc, pour nous, c'est pourquoi nous n'avons pas hésité. Dès que la crise a éclaté, vous avez vu... C'est surtout comment? Oui, vous avez vu qu'on était sur 4 chantiers. Le premier chantier, c'est la lutte contre le Covid. On a engagé des activités pour que, effectivement, le dialogue social soit. Contrairement à ce qu'il dit, nous n'étions pas impliqués dans le dialogue social. Et le 1er mai, le Premier ministre a bien voulu organiser cette réunion tripartite pour Alors, M. Soro... Deuxième élément, nous oui, avons soutenu les travailleurs. Oui, Permettez. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on vous a C'est appelé. pour chuter. Vous allez comprendre ma répondez... démarche pour chuter. Alors, donc on vous suit pas. Voilà. Totalement. Et donc, nous avons soutenu les travailleurs Oui. à hauteur d'environ 10 millions pour les mesures barrières. D'accord. Pourquoi? Parce que nous étions conscients que cette crise sanitaire, il va falloir à un moment donné, vu la maladie, vu qu'on ne pouvait pas trouver effectivement les remèdes immédiatement, qu'on puisse l'inscrire au niveau des programmes de santé tels que le paludisme, tels que la tuberculose et vivre. C'est pourquoi je m'avais dit mon insistance. Il faudrait que pour cette reprise et cette relance, que les mesures barrières, nous les adoptions comme un nouveau mode de vie de chaque jour. De la même manière que je suis venu en veste, de la même manière, en me levant, mais je dois avoir mon masque, mon cache-nez, mon cache-bouche chaque matin. De la même manière que je porte sûrement une montre, je dois prendre mon gel de 250 centilitres, je le fourre en poche. Si cela est fait, vous allez voir que progressivement, nous allons nous donner les moyens de pouvoir effectivement reprendre toute l'activité. Et pour cette reprise, en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est d'abord continuer à consolider notre système de santé. Pour cela, je propose qu'effectivement, 6 grands pôles, le nord, le centre, l'est, l'ouest, 2 au sud, on puisse étendre le laboratoire de l'Institut Pasteur. Parce qu'il faut qu'on aille à un dépistage, effectivement, de large masse. Or, il se trouve qu'on a un seul laboratoire en Côte d'Ivoire qui vraiment arrive à faire le process jusqu'à la fin. Donc, il faudrait qu'il y ait au moins 6 installés. Et ça, on doit l'inscrire dans notre programme. Deuxième élément, c'est de pouvoir effectivement faire en sorte que les appuis qui doivent être destinés effectivement aux entreprises et aux travailleurs, on puisse arriver, la population entière, toutes les composantes, arriver à mobiliser les fonds. C'était des budgets. Ce n'était pas de l'argent liquide déposé là. Donc, c'est la recherche de ces fonds pour mettre dans chaque fonds. Et c'est pourquoi chacun doit se mobiliser.
les Ivoiriens, non-Ivoiriens, celui qui a 100 francs peut aller déposer auprès du ministère de l'économie, celui qui a 1000 francs peut aller déposer, etc. pour qu'effectivement on consolide ces fonds. D'accord, je vais passer... Oui, moi j'ai 6 propositions. Oui, parce que... Monsieur, je suis un représentant des travailleurs. Mais tout à fait. Voilà, c'est celui qui distribue la Laissez-moi lui parole. poser la question. Ne Sinon, m'interrompez si pas vous comme dites ça. les 6 propositions, Moi j'ai 6 propositions. les autres ne Je pourront dois pas les conclure. faire. Oui, absolument, vous le ferez. Monsieur Daouda, je vous pose aussi la même question. Résumons-nous tout simplement. Vous verrez qu'on pourra réussir. Transformer la crise en opportunité, est-ce possible? Merci beaucoup, c'est possible. Avant de répondre à cette question, il y a un problème de fond qui est en suspens, qu'on n'a pas traité. C'est la gestion des fonds. Je m'excuse, mais j'ai 2 choses à observer. Il y a 2 limites quand même. Il faut qu'on comprenne ça bien pour qu'on prenne des dispositions au plan national. La première limite, c'est que les fonds là, que l'État est en train de mobiliser, mettre à disposition du Covid, la Covid est une situation particulière. Ce budget qui est mis en place n'est pas le budget de l'État. Ce n'est pas le budget habituel que l'État gère, qui est mobilisé, n'est-ce pas, à partir des régies. Il s'agit des fonds spéciaux pour gérer une pandémie. De ce point de vue-là, je pense que le comité de gestion national qui est mis en place, c'est une bonne chose. Il y a également les cabinets d'audit internationaux qui ont été choisis pour accompagner cela. D'ailleurs, c'est eux qui gèrent 520 milliards, c'est eux qui suivent le cas de 520 milliards, 3 de ces 4 fonds-là en particulier. Mon problème, c'est que face à ce type de gestion, on devait associer la société civile, l'opposition et le parti au pouvoir. Ce n'est pas fait. Dans tous les pays du monde, on a associé l'opposition, on a associé le parti au pouvoir et on a associé la société civile. Ici, l'opposition a été totalement négligée dans la gestion des fonds. Et ça peut créer des substitutions légitimes. Après donc cette mise au point, je voudrais revenir très rapidement, à votre question. Que chacun oui, chacun de vous, sur la transformation, pas priver les autres de parole. Sur la transformation de la crise de la Covid-19 en opportunité, je voudrais dire simplement que cela relève du soft, c'est-à-dire de la stratégie, et non donc du hard, donc de l'opérationnel. Ça veut dire qu'il faut de la réflexion stratégique. Moi, je pense qu'on peut transformer, et l'occasion est donnée, il y a tellement de pistes pour transformer la Covid en opportunité. Première chose, il faut tout simplement se réinventer au moins à 6 niveaux. 1, il faut se réinventer d'un point de vue politique. Il faut se réinventer sur le plan économique. Il faut se réinventer sur le plan socio-culturel. Il faut se réinventer sur le plan technologique. Il faut se réinventer sur le plan écologique. Et il faut se réinventer sur le plan légal et réglementaire. Malheureusement, je ne vous laisserai pas développer ces points. Ils sont cités, mais M. Soro, je comprends votre plainte, mais vous ne pouviez pas développer, je suis obligé de le dire, tous les 6 points, sinon les autres ne pourront pas parler. Donc, M. Mahamaou. Alors, je ferai comme M. Ba, je citerai aussi, sans entrer dans le détail, 5 points. Voilà, si on a encore du temps, on peut continuer. Non. Mais pour le moment... Le premier, c'est, comme disait M. Ba, cette crise-là nous aura permis de beaucoup réfléchir. Dans toutes les entreprises, la première chose qui a été faite, c'est de mettre en place un plan de continuité d'activité. C'est-à-dire que donc, dans toutes les entreprises, il y a eu un comité dans lequel siégeaient des travailleurs et le management, donc, pour savoir comment faire face à la crise. Première chose. La deuxième chose, c'est par rapport aux entreprises qui sont dans le formel. Je suis d'accord avec vous, M. Soro. Il faut qu'elles comprennent que l'informel est une transition. On n'y reste pas à demeure et les opportunités aujourd'hui se trouvent dans le secteur formel. Si elles acceptent de se formaliser, elles auront accès au fonds. La troisième chose, c'est, avec Mme Coulibaly, c'est de dire que nous avons entamé la réflexion, mais il faut qu'on la poursuive. On s'est rendu compte des limites de notre code aujourd'hui et à l'occasion, donc, il faudra qu'on essaie de le rendre plus flexible pour faire face à ce genre de situation. La quatrième chose, c'est, ne l'oublions pas, on a quelquefois tendance à penser que la crise est passée. Non, nous sommes encore dans la crise du Covid. Nous sommes encore en plein dedans. On n'en est pas, je ne sais même pas à quel niveau on en est, mais les prévisions les plus idéalistes ne nous voient pas en sortir jusqu'à septembre. Donc, ça veut dire que, n'en déplaise à M. Soro, il y aura encore, malheureusement, j'allais dire,
des coupes sombres qui seront faites parce que les entreprises ont besoin de survivre et elles ne peuvent pas continuer à vivre avec, j'allais dire, la masse des effectifs qu'elles représentent aujourd'hui si des moyens ne sont pas mis en place. Ce ne sont pas des moyens pour payer des salaires, ce sont des moyens pour restructurer l'entreprise pour pouvoir tenir le temps. Donc, non. Et le dernier point, le dernier point, c'est l'organisation. C'est-à-dire qu'on était jusqu'à présent dans des phases de travail qu'il faut qu'on revisite. Aujourd'hui, on a goûté, j'allais dire, au télétravail. On a goûté, j'allais dire, très bien, on a compris votre point de vue. Donc, malheureusement, ce sont des choses vers lesquelles on devra aller. Madame Koulibaly, voilà, à vous de répondre à cette dernière question. Opportunité, crise, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ce qu'on peut dire, c'est que cette crise a été, comme on l'a dit au cours de cette émission, brutale. Elle a été forte, mais elle a également été très révélatrice. Cette crise nous a permis d'apprécier le niveau de résilience de notre système économique et social. Elle nous a permis de découvrir notre capacité de production dans certains domaines. Et elle nous a aussi permis d'identifier d'autres systèmes d'organisation du travail. Tout à l'heure, M. Mao parlait du télétravail. Et nous comprenons bien que personne n'a la solution. Enfin, je veux dire que personne à lui seul n'a la solution. Il faut absolument qu'on se mette ensemble pour trouver des situations adaptées pour faire face à cette crise qui court toujours. C'est pour ça que, de mon point de vue, et c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, que nous puissions poursuivre le dialogue social sur toutes ces problématiques pour essayer d'identifier des solutions sûres qui nous permettent de résoudre les problèmes qui s'opposent à nous aujourd'hui et ceux qui nous attendent pour l'avenir. Donc le dialogue social est vraiment l'instrument de notre résistance. Le dialogue social nous permettra d'atteindre la résilience. Il faut absolument qu'on se mette ensemble, qu'on identifie, ou bien qu'on parvienne à une entente, on va dire, positive, qui nous permette d'avancer efficacement. Très bien. En tout cas, votre message a été entendu. Monsieur Soro, non, je comprends parfaitement, hein, sans développer les 4 derniers points qui restaient, que vous n'avez pas donnés. Oui, je veux dire simplement qu'on doit poursuivre la reprise progressive, puisque des secteurs n'ont pas encore repris. 2, il faut continuer effectivement à rendre davantage robuste notre système de santé. 3, il faut renforcer la protection sociale. Et cela passe par la prise de l'ordonnance qui interdit les licenciements en cette période de Covid. Vous l'avez entendu. Par contre, si vous expliquez davantage, vous ne pourrez pas citer les autres derniers points. On sera obligé de vous continuer le soutien au secteur privé et surtout prévenir une probable crise alimentaire. Pourquoi? Parce que vous avez vu que nous importons beaucoup de céréales de l'Asie. Et ces pays ont commencé à faire des restrictions dans les importations. Et donc, dans les exportations, pardon. Et donc, nous devons être attentifs à ce nouveau défi qui... Et enfin, on va dire qu'il faut contrer les perturbations du marché financier et surtout inviter les banques à réduire leur taux de prêt et aussi à bonifier. D'accord, nous appellerons les banquiers sur ce plateau avec vous-même syndicat. Pour mettre fin Monsieur Soro Mamadou, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la centrale syndicale Dignité, merci, pardon, Humanisme. Voilà, c'est une erreur de ma part que je rectifie tout de suite. Secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. Voilà. Merci d'être venu sur ce plateau. Madame Bintou Koulibaly, directeur général du travail. Monsieur Mar Mao, président de la commission emploi et relations sociales. Et monsieur Daouda Ba, vous êtes sociologue et spécialiste des questions de management et de leadership des organisations. En tout cas, merci à vous d'être venu sur ce plateau aujourd'hui pour nous expliquer un peu la position de l'État, la position des entreprises et la position des travailleurs. C'était le débat, c'est terminé pour ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis.